Mélodie, la radio vintage forever. Il était un artiste aux multiples talents. Peinture, littérature, cinéma et chanson, l'homme qui nous réunit aujourd'hui savait tout faire. L'émotion et la poésie caractérisent d'ailleurs certainement son œuvre, la chance et la liberté aussi. D'une enfance tourmentée à son incroyable ascension comme vedette des années 50, il a traversé la vie comme un passant musardant sur le canal Saint-Martin. Si je vous dis Marcel Mouloudji, tout un pan de la chanson française nous revient en mémoire, comme Un petit coquelicot, Un jour tu verras, Le déserteur et plus récemment, L'amour, l'amour, l'amour. Pour évoquer ce grand monsieur de la chanson française, j'ai le plaisir d'accueillir son fils, Grégory Mouloudji. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de venir parler de votre père, Marcel Mouloudji, chez Mélodie. Oui, je vous remercie de me recevoir, de parler de mon père, de me faire parler de mon père. Enfin, voilà, c'est toujours... c'est toujours émouvant, parce qu'en plus, d'avoir un père comme ça, où il y a des disques, il y a du cinéma, il y a des choses... Finalement, c'est un petit peu un privilège. Ouais. D'autres, la grande majorité des gens n'ont jamais vu leur père vivant à 13-14 ans. Moi, oui. Et vous êtes justement, Marcel Mouloudji est bien présent parmi nous, puisque vous serez du 13 février au 6 mars 2025 au théâtre Montmartre-Galabru. Oui. Voilà, pour rendre hommage à votre papa. Voilà, les jeudis. Tous les jeudis, Voilà. ouais. Ouais. Et on va évoquer sa carrière longuement, mais vous, en tant que fils, on va commencer par vous. Ça vous fait quoi de reprendre justement ce répertoire qui a marqué la chanson française ? Oui, vous savez, c'était... pour moi, ça faisait partie de l'ambiance. C'était mon père, quoi. Il vivait dans son monde. Enfin, c'est un homme qui a eu... c'est parce qu'on peut pas dire autre chose, qui a quand même eu la chance de vivre un rêve. C'est même pas de vivre de ses rêves. Il a traversé la vie dans une forme de rêverie, Oui. alors, qui était plus ou moins heureuse, mais une forme de rêverie, quoi. C'est quand même pas donné à tout le monde. Enfin, ou alors, ça peut être rude, quoi. Et vous l'avez bien connu, forcément, mais vous l'avez accompagné aussi comme chauffeur, comme régisseur même, chanteur aussi. Ouais, oui, je faisais un peu tout. Je conduisais, je vendais les disques, je faisais les lumières, je chantais. Et puis, c'était pendant les 10 dernières années de sa vie, quoi. Ouais. C'était... Oui, oui, parce qu'il était fatigué. Enfin, il était fatigué, il était malade. Et voilà, puis moi j'étais jeune, j'avais besoin de travailler, comme tous les jeunes, quoi. Vous avez sorti vos disques. Puis voilà, ça s'est trouvé, puis voilà, on a fait ça jusqu'à ce qu'il parte. Et 30 ans après sa disparition, on y reviendra bien sûr. Hein? J'aimerais commencer cette interview par cette remarque. Les jeunes connaissent Mouloudji avec une chanson. Vous vous rendez compte ? Oui. Bah oui, c'est une chanson d'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est parti d'une publicité d'Intermarché qui a, comme on dit, qui a cartonné, qui a été repris. Après, et grâce à ça, la chanson a été reprise par Bon Entendeur, ils ont cartonné. Inondé. Et cette chanson qui a été enregistrée en 1963 ou 64, truc comme ça, qui n'a pas été, je veux dire, en dehors des gens qui ont acheté le disque à l'époque, il a dû la chanter un petit peu, mais pas plus que ça. Oui, on y reviendra d'ailleurs. Mais pas plus que ça. Et alors voilà que tout d'un coup, les gens redécouvrent cet homme qui a eu une grande carrière. Mais cette chanson ne correspond pas vraiment à sa carrière, en fait. Ouais. Mais enfin, bon, c'est très bien. Hein. Moi, c'est la porte d'entrée vers Mouloudji, peut-être. C'est une façon de redécouvrir, bien sûr. Oui. Non, mais c'est très bien. Hein. Moi, pour moi, c'est un peu... Enfin, je sais pas comment dire. C'est un peu différent, mais c'est très bien. Je vais quand même pas me plaindre. Hein.
En tout cas, Marcel Mouloudji, on va évoquer son incroyable vie, cette destinée quand même. Oui. Il est né le 16 septembre 1922 d'un papa kabyle et d'une mère bretonne. Il naît dans un milieu relativement, même très pauvre. Oui. Ils vivaient à 4 dans un appartement. Là, ils étaient... Non, mais là, c'était vraiment la misère. La misère. Oui, là, c'était la misère, oui. Est-ce qu'on peut dire justement que cet univers familial a fait l'homme qu'il était? Est-ce qu'il a voulu sortir de ça en allant, on va y revenir, mais fréquenter les plus grands intellectuels de ce XXe siècle? Oui, non, mais enfin, il n'a pas cherché à fréquenter les plus grands intellectuels. Vous savez, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que d'une part, sa mère était folle au sens psychiatrique du terme, et elle a été internée. Okay. Et mon grand-père s'est retrouvé seul avec ses 2 fils. Il était communiste, et à l'époque, je ne sais pas comment c'est advenu exactement, mais à travers les gens, les gens du Parti communiste, ils ont fait passer des tests d'orientation à ses 2 fils. Ouais. Et ils leur ont trouvé des qualités artistiques. Alors, ils ont commencé par les envoyer à Saint-Junien, dans le Limousin, en colonie de vacances. Dans les camps scouts. Où ils ont appris le folklore en patois du quartier, là-bas. Ils sont revenus à Paris et on les a fait passer dans une salle qui, je crois, existe toujours, qui s'appelle la salle de la Grange-Aubel, où, je vous parle de ça, c'est 1933, 1934. Où il y avait des gens comme Fréhel qui passaient. Et là, il y a un acteur qui s'appelait Sylvain Hitkin qui les a vus. Il savait que Jean-Louis Barrault cherchait des enfants, enfin des jeunes, des ados, des pré-ados, quoi. Il les a envoyés chez Jean-Louis Barrault et tout est parti de là. Oui. Voilà. Alors, à part ça, cet homme, mon père, avait effectivement, il le dit, il y a des interviews où il le dit vraiment mot pour mot, il ne pensait qu'à une chose, c'était à se sortir de sa condition de pauvreté. Enfin, c'était. Ah, moi, je n'ai pas vécu ça. Je veux dire, c'est. Mais il vous l'a raconté. Il était de toute évidence, il voulait s'en sortir, quoi, c'est tout. Et il ne pensait. Alors évidemment, en plus, il est tombé sur des gens qui étaient très gentils avec les 2, parce il y avait son frère, André. Voilà. Alors je sais pas comment ça s'est passé exactement, mais enfin bon, à un moment donné, Marcel Duhamel, qui, entre autres, c'est la série noire, c'est. Apparemment, il est allé parler avec mon grand-père et il leur a dit, il lui a dit qu'il voudrait s'occuper de ses fils. C'est-à-dire, il les a mis dans une chambre de bonne rue de Varennes, au-dessus de son appartement. Et puis, à partir de là, ils ont fait de la publicité à la radio. Ils ont commencé à tourner dans des films. Surtout mon père, parce que mon oncle, qui n'a jamais eu le temps d'être mon oncle, parce qu'il est mort en 1947. Oui, voilà. Ils ont commencé, ils ont fait partie de ces enfants qui faisaient du cinéma. Alors, mon père en a fait un roman, à un moment donné, qui s'appelle Les Larmes, où... son 5e ou 6e roman, je sais plus. Je sais plus. Oui, je sais pas. Oui, dans l'ordre, je sais pas. Où il raconte la vie de ces très jeunes gens. Alors évidemment, lui, il a un côté un petit peu... il raconte les choses un petit peu de façon un peu drôle, un peu grotesque, un peu mordante comme ça, où il parle en fait de ces enfants qui ne veulent pas vieillir parce qu'en vieillissant... Ils n'auront plus de cachet. Ils vont plus travailler parce qu'ils ne sont pas forcément... C'est arrivé à plein de gens qui ont fait du cinéma enfant de ne pas avoir de carrière par la suite, quoi. Donc lui, il raconte ça... Comment la barbe pour un adolescent ou un garçon, ça devient une catastrophe. Et pour bien comprendre le parcours de Marcel Mouloudji, et justement quand il est repéré d'ailleurs par aussi un certain Marcel Maillot, qui le place à la Grange-Aubel et après qui lui fait rencontrer Jean-Louis Barrault, j'aimerais réévoquer avec vous cette enfance.
il l'a décrit dans presque tous ses romans, notamment dans Enrico, cette enfance. Ah, mais là, oui, c'est son premier livre. Ça. Son premier livre, cette enfance assez tragique avec sa maman et son papa. Les rapports, vous l'avez dit, votre grand-mère paternelle était folle au sens propre du terme. Et lui, il grandit dans cet univers, cherchant peut-être sa place. J'ai noté justement Il a raconté dans Enrico, comme ton père, tu as des yeux de fauve, je te tuerai comme l'Algérienne du 5e. Elle lui dit des mots extrêmement durs. Ah oui, non, mais c'est très dur. Oui. Et son père, j'insiste pour bien comprendre, ça va construire toute l'œuvre de Marcel Mouloudji. J'ai l'impression, cette enfance. Il y retournera sans cesse. Ses rapports compliqués avec son père aussi. Savez, il a été marqué. C'est un homme qui a une vie exceptionnelle, mais qui n'était pas heureux. Heureux. Personne n'est heureux. Bien sûr. Mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui était dans la joie de vivre. Il est toujours resté. Vous savez, c'était assez drôle d'ailleurs parce que il a jamais. Et, vous savez, il écrit, il avait des trucs comme il allait dans des hôtels, il allait en été, il allait au Negresco à Nice. À Nice, il prenait les chambres aux pigeonniers parce que c'était moins cher. Il avait raison d'ailleurs parce que il ne pouvait dormir que dans un lit à la fois. Il n'avait pas besoin de beaucoup d'espace, etc. Donc, et il a toujours vécu. Vraiment comme un oiseau sur la branche. Comme son enfance, encore une fois. Ça l'a profondément marqué. Mais vous savez, ça a été un éternel adolescent quand même. Et puis la vie lui a permis. Ça a bien fonctionné, il gagnait très bien sa vie. Mais il vivait comme ça. Et après, il se lance, on l'a dit, dans les cabarets, à la Grange Jaubel, repéré par Jean-Louis Barrault. Et ce dernier va lui présenter, alors je parlais de tous les intellectuels du XXe siècle, mais il va lui présenter Prévert, Desnos et Marcel Duhamel, comme vous l'évoquiez, dans ce fameux grenier. Et c'est là où je me dis... c'est le grenier des Grands Augustins, mais en fait, c'est le groupe Octobre. Oui, qu'il rejoindra d'ailleurs. Il chantera dans le groupe c'est-à-dire Octobre. qu'en fait, il va voir Jean-Louis Barrault au grenier des Grands Augustins et en fait, je ne sais pas à quelle vitesse ça s'est fait, mais il s'installe là et parce qu'il y a le groupe Octobre qui répète le Tableau des Merveilles, qui est une adaptation de, si je ne me trompe, du Don Quichotte par Jacques Prévert. Et à partir de là, il fait partie de tout ce... Mais il faut se rendre compte que quand on parle de ces gens-là, ils n'étaient pas ce qu'ils sont devenus. Oui, après-guerre, bien sûr. Ils n'étaient pas ce qu'ils sont devenus. C'est des gens qui essayent de faire des choses, mais ce ne sont pas des gens établis. Ils seront établis 5-6 ans plus tard, 10 ans plus tard, ça dépend. Et ils le prennent sous son aile. Oui, ben je sais pas si ils le prennent sous leur aile. Je crois que c'est surtout qu'ils acceptent ces deux gamins un peu perdus qui vont faire leur chemin grâce. Je reviens souvent à mon grand-père par rapport à ces histoires parce que c'est quand même un homme qui a permis à ses deux fils de se perdre dans Paris à un très jeune âge. Devant des journaux usagés de la avec veille. Des adultes, alors que la majorité des gens auraient eu peur, auraient dit « mais qu'est-ce qu'ils vont faire de mon gamin ou de mes gamins ?» Et lui, il a permis ça, et ils ont trouvé leur chemin dans Paris. Alors évidemment, là... c'est surtout mon père, parce que je connais pas la vie de son frère, qui a dû être assez parallèle à la sienne, mais je crois qu'il était moins agressif, il était moins... battant. Oui, enfin, battant, je sais pas, mais enfin, il était plus sur lui, enfin, mon père, il était un peu partout, il faisait... enfin bon, il se bougeait, quoi. C'est indéniable. Et c'est à cette époque-là qu'il
qu'il va adopter son nom finalement de scène, si je puis me permettre, qu'il va abandonner Marcel Mouloudji pour se faire appeler Mouloudji ou même pour les intimes Moulou. Oui, vous savez, je ne sais pas si c'est lui, vous savez, c'est sans doute les autres Bien qui ont sûr, dû lui exactement. dire. Je ne sais pas, il faudrait regarder sur les génériques de films quels sont, parce que c'est pas, je ne sais pas si c'est devenu tout de suite simplement Mouloudji. Ouais. Euh, Et il va chanter aussi dans ce fameux groupe Octobre. Oui, et ses mais- premiers cachets, il va les donner pour acheter des chaussures à son oui, père. voilà, oui, mais ça c'était de la pub, hein. C'était de la pub avec Jean Paulhan, tout ça. D'accord. Oui, les C'était- premiers cachets publics. Oui, très bien. C'était des pubs radio, c'était de la réclame. Hein. Ok. Pareil qu'il faisait un bébé, ou je sais pas quoi. Et ce voyez. premier cachet pour son papa, ça en dit long sur l'homme qu'il était aussi, peut-être, non? Vous savez, sa famille se limitait à son père et son frère. Hein. Je veux Oui. dire que c'était pas des familles. Enfin, il y avait de toute évidence. Moi, il a jamais parlé de tout ça. Très bien. Ok. Mais il y avait de toute évidence, il y avait un frère à son père à Marseille. Il y avait des oncles et des tantes du côté de sa mère. Mais il en a jamais parlé, enfin en dehors à la fin de sa vie, il a écrit un texte que j'ai mis à la 3e personne pour introduire le spectacle qui dit je suis né à Paris, il est né à Paris, Hôtel-Dieu, rue d'Arcole. Son père était maçon, sa mère femme de ménage. Son frère était sauvage et son oncle bizarre, mais sa tante gentille. Vous voyez, il parle, mais moi, j'en ai jamais entendu parler. D'accord. Il se racontait pas beaucoup. Ah non, il n'était pas... voilà, il était... En 1936, il va d'ailleurs tourner son premier film, Jenny. Oui, c'est 36. Oui. Moi, j'ai trouvé Jenny Oui, en si, 1936 en et chanter c'est- des chansons de Prévert et Cosma. Ouais. Et après, ça va commencer à marcher, en tout cas dans ce milieu du cinéma. Et il va devoir même obtenir le certificat d'études Ouais. à la hâte. Il y a une histoire un peu saugrenue Oui, là-dessus. oh, Comment il il a- obtient, lui Non, qui mais n'aimait pas c'est-à-dire l'école? qu'il devait aller tourner un film que j'ai jamais vu, qui s'appelle Une nuit à Venise. Et apparemment, il avait besoin, il était nécessaire qu'il ait son certificat d'études. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour avoir le droit de travailler à l'étranger, je ne sais pas. Ouais. Enfin, toujours est-il, il a toujours dit qu'il l'avait eu on lui avait donné en quelque sorte, parce qu'il fallait qu'il l'ait, quoi. Voilà. Mais là, il allait à l'école du spectacle. D'accord. Il allait à l'école du spectacle, mais il le raconte dans Les larmes. Mais il y allait épisodiquement, parce que comme il tournait, c'était fait pour les Oui. enfants qui étaient pris par le spectacle. Alors, voilà, quoi. Et puis oui, il a tourné, je sais pas, il a tourné dans au moins une demi-douzaine de films avec des vrais rôles, pas des rôles principaux, mais des vrais rôles. Pendant cette période-là, vous parlez? Avant la guerre. Avant la guerre, parce Avant qu'il la a dû guerre, faire oui, oui. 37, 40 films, je crois, j'avais vu. Ah oui, oui. Toute sa carrière, oui. Ah oui, oui. Et il va continuer du coup à réaliser, enfin à tourner dans des films, à prendre ses premiers cachets. Et en 1939, il joue au théâtre de l'Atelier et il fait une rencontre qui sera décisive. Les sœurs Cosaques, Olga et Vanda, Voilà. deux actrices qui le présentent à Jean-Paul Sartre Ouais. et il se met à fréquenter le Café de Flore. Et là, il passe du groupe Prévert Ouais, à ouais. un autre groupe très fermé, ouais, le ouais. clan Sartre et de Beauvoir. Comment il Oui, arrive je ne sais pas comment c'était, mais enfin, oui, comme il disait, il est passé des gens de théâtre qui se tutoient et qui s'embrassent à des littérateurs qui se vouvoyaient. D'accord. Et puis, mais là encore, c'est assez surprenant d'ailleurs, parce que là encore, il a fréquenté tout ce petit monde qui était autour de Sartre et de Beauvoir. Et en quelque sorte, ils l'ont formé. Ils ont dû lui faire lire des livres. Comme il disait, il a écrit par mimétisme, puisque tout le monde écrivait. Et c'est là où il a commencé à écrire son premier Enrico. récit, qui s'appelle Enrico. Enrico. Et
que de toute évidence, Simone de Beauvoir Lui corrigeait lui aussi. corrigeait. Enfin, je ne sais pas à quel point elle a corrigé, mais enfin, elle a dû le relire, lui indiquer des choses. Enfin, toujours est-il il a eu quand même, parce qu'il est tout jeune, hein, il n'a pas 20 ans quand tout ça, parce qu'il est né en 22, donc il a 18 entre ans. 15 et 18 ans quand tout ça advient, là. Et bon, bah voilà, il est accepté par ces gens-là. Vous savez, c'est comme il a vécu chez Robert Desnos avec Yuki. Il a connu les surréalistes. Sans être un surréaliste, il a fait partie de la bande de la rue du Château, en fait. Vous voyez, donc voilà, quoi. C'était un gamin, quoi, qui puis voilà. Il était charmant, hein, il était très... Eh ben justement, il était attachant. Hein. Et ce coup de chance, si je puis me permettre, ce coup du destin, il va le doubler, puisque quelques années plus tard, je crois que la même année, pardon, il va rencontrer Lola, une certaine Louise Fouquet, dite Lola. Oh, mais il la rencontre assez tôt, hein, je crois. Et il lui dit « Mademoiselle, je saurai tout de vos pensées ». Il va même jusqu'à s'installer chez elle et lui faire la cour pendant 3 ans. Oui. Oh, je ne sais pas comment ça s'est passé. Bien sûr, mais moi je l'ai bien connu. Hein, d'accord. Voilà. Oui, je l'ai bien connu. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce qu'elle, je crois qu'il l'a connue par Roger Blin, parce qu'elle connaissait le frère de Roger Blin. D'accord. Et Roger Blin, il faisait partie du groupe Octobre. Roger Blin, qui aujourd'hui plus personne, en dehors de gens de théâtre, plus personne ne sait qui c'est, mais je veux dire, c'était comme Jean-Louis Barrault. C'est des gens qui ont fait tout un théâtre, une façon. L'époque Jouvet. Voilà, une façon. Une autre façon de jouer, voilà, avec Étienne Decroux qui faisait du mime, qui était un personnage très particulier parce que c'était tellement sobre que c'était très très difficile. Voilà, donc il a fait partie en fait de tas de petits mondes dont il s'est nourri. Et en fait, il a été à la croisée des chemins d'un petit peu tout ça. Ben oui. Sans être devenu un acteur au sens strict du terme, ni même un chanteur, ni même ci, ni même ça. Il a été un petit peu à la croisée de tout ça. Et il en a fait un tour de chant. C'est-à-dire que tout ça se retrouvait quelques années plus tard, bien sûr, grâce à un succès. Voilà, quoi. Et il avait un tour de chant. C'était ce qu'on appelait un numéro de music-hall. C'était très, 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 très bien. Ça passait la rampe, quoi. Bien sûr. Et pendant cette époque-là où il fait toutes ses rencontres, puis la guerre éclate, il n'ira pas au STO puisqu'il fait échanger ses papiers avec son frère. J'ai vu qu'il y avait une histoire... C'est-à-dire que c'est son frère qui était revenu tuberculeux du service du travail obligatoire, qui est allé à sa place, sachant qu'il était malade, il serait refoulé, Et donc mon père a fini la guerre en semi-clandestinité. Entre Marseille et Paris. Oui, enfin, je sais pas. Enfin, il a fini la guerre à Castelsarrasin. Ok. Oui, c'est là où ils se sont mariés, Lola et mon père. D'accord. Ils se sont mariés à Castelsarrasin. Il raconte ça dans un livre, je sais plus. Et en tout cas, quand vous parlez de livre, Enrico, il va remporter à cette époque-là le prix de la Pléiade et il va gagner 100 000 francs. Et la première chose qu'il fait, c'est offrir une maison à son père. Là aussi, on reparle des chaussures, la maison à son papa. Ben oui, alors je peux vous dire, c'est pas compliqué. Ils ont acheté une maison chacun à leurs parents. Lola a acheté une maison à sa mère. Mon père a acheté une maison à son père.
à Marseille-les-Aubigny, et ils avaient acheté aussi, parce que ça fait drôle, ça c'était Lola, elle avait acheté un troupeau d'oies. D'abord, Un troupeau d'oies, je ne sais pas si on dit un troupeau, mais enfin bon. Ben oui, on a acheté, ils avaient investi dans une... Alors, ils ont dû aller voir un fermier qui avait des oies, ils ont payé les oies, et puis 1 an plus tard ou 6 mois plus tard, quand c'était venu à maturation, ils ont dû tuer les oies et ils ont partagé le bénéfice, quoi, voilà. De la vente, etc., quoi. C'était... mais ces 100 000 francs, ils seront profitables aussi pour votre grand-père, avec cette maison, et on voit bien encore le lien qu'ils essayaient en tout cas d'entretenir entre eux. Bah, oui. Derrière ma question, il y a cette histoire d'enfance, et je pense que c'est très important dans son œuvre. Oui, mais je crois qu'ils étaient sans doute assez dévoués l'un envers l'autre, vous savez. Mon grand-père, c'était quand même quelqu'un qui... il y a une amie de mon père qui m'avait raconté quand ils s'étaient rencontrés, il lui dit venez me voir, et elle monte, c'était Cité Chaptal, elle monte tel jour au rendez-vous, et évidemment mon père n'est pas là, et c'est mon grand-père qui ouvre, et il lui dit d'attendre, et il est en train de repasser les chemises de son fils. Vous voyez ? Oui. Ils s'étaient dévoués l'un envers l'autre. Mais oui, vous savez, ils n'avaient que, c'était... Il restait plus que... Oui, bien oui. Ils n'avaient que, je veux dire qu'il n'y avait pas... Vous voyez, c'était... alors, c'était plus la misère, parce qu'il avait réussi, mais voilà, quoi. Oui, dans son éducation, d'ailleurs, c'est intéressant. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, mais il a une éducation catholique par sa mère. Il voit même la Vierge, alors ça, c'est extraordinaire. Oui, il y a une apparition de la Vierge. Oui. Et communiste par son père. Et quand sa maman partira, c'est le communisme, entre guillemets, qui triomphera. Oui, non, c'est pas... Non, parce qu'il était plutôt... il était plutôt... il était plutôt croyant, en fait. Mais pas croyant au sens, il n'allait pas à l'église prier. Bien sûr. Mais il était plutôt... On en reparlera athée, quand on parlera de athée au grâce à Dieu. Oui. Mais ça, c'était un prof de chant à lui, dont j'oublie le nom, qui disait toujours ça, puis lui, il l'a repris dans une chanson. Ouais. Athée grâce à Dieu, ce qui est vrai. Et en ce début des années 50, il va se lancer à plein temps, poussé par Lola dans la chanson. Ouais. Il va chanter aux Gypsies, où il adopte sa tenue fétiche, pantalon noir, pull noir et chemise blanche. Et il y avait un gestuel d'entrée. Alors là, j'ai cherché des images. Oui, que je n'ai jamais vu. Ah, voilà. Que je n'ai jamais vu, mais en fait, c'est parce qu'il était... Une gestuelle. En fait, il mimait une sorte de caresse sur le corps d'une femme qui décrivait la femme. D'accord. Je ne l'ai jamais vu faire. Je l'ai jamais vu faire parce qu'il a dû abandonner ça à un moment donné, mais moi, je ne l'ai jamais vu faire. Mais comme c'était un bon mime, je veux dire, il avait une gestuelle formidable en plus. D'accord. Non, mais il était formidable. Il était... Enfin, il y a des photos où c'est assez... Évidemment, il faut le talent des photographes. mais il était... il savait bouger, il avait des... il savait bouger. Il avait fait du mime, il avait fait du mime chez Decroux. D'accord. Il avait fait du mime, alors il n'est pas devenu mime, mais il avait fait du mime. Mais il aurait pu, si qu'il avait tous ses talents. Mais non, mais oui, exactement. Oui. Bon, on lui aurait demandé, on lui aurait fait apprendre une pantomime, et il l'aurait apprise, il l'aurait interprétée. Voilà, quoi. Et dans les années 50, tout va s'accélérer. Il va chanter au Méphisto. Oui, il va chanter dans plein d'endroits. Et sa voix plaît. Sa voix séduit. Elle avait quelque chose de particulier. Alors son ami Jean-Marie Le Guen expliquait, il chantait pas ses chansons, il les disait. Patachou le défendait ardemment en disant qu'il avait ce trémolo dans la voix. Sa voix va séduire et va plaire.
dans cette ascension? Ça sera sa marque de fabrique à Mouloudji, finalement. Oui, Reconnaissable. vous savez, il y avait plein de choses. Il était tout de même, il était charmant, il était quand même assez beau. Ok. En plus, il était, vous savez, c'était quand même, par rapport à l'époque, il était quand même différent. Je veux dire, Oui, vous l'avez déjà dit, ça, le premier beurre de France. Il était différent, je veux Ouais. dire que c'était... il était différent, en plus il était quand même très sauvage dans la vie, il était très sauvage, farouche, donc... et puis c'est les filles, et ça a marché auprès des filles, je veux dire, les filles sont tombées amoureuses de lui. Par sa voix. Bah, par sa voix et sa prestance, Oui, parce bien que sûr. c'est un tout, quoi. Je veux dire, bien sûr, sa voix, mais sa prestance. Enfin, il était, bah, vous savez, les chanteurs, il faut que ça fonctionne auprès des filles, quand même. Hein. C'est comme ça, quand même. Hein. Je veux dire, Ouais. on peut intellectualiser tout ce qu'on veut. C'est... Et ouais. Et en- c'est- Bah oui, c'est comme ça, quoi. et Et en lui, cinq- ça a marché, quoi. C'est indéniable. ça a marché, et justement, entre la chanson et le cinéma, ça va d'autant plus le pousser, notamment en 51, quand il joue dans le film La Maison Bonne Adieu, où ça Voilà. va être son premier grand succès. Et je Avec vous propose de l'écouter. comment ça s'appelle cette chanson là La complainte La des complainte des infidèles. infidèles, oui, oui, oui. Méfiez-vous, Ouais. femmes Oui, bah ça a été le vrai. qu'on vous en fasse tout autant. La douleur n'est pas éternelle, même chez le meilleur des amants. Je suis désolé. Ouais. Vaincu par vos propres armes, vous connaîtrez à votre tour et le désespoir et les larmes de la jalousie et de l'amour. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Voilà, premier grand succès de Marcel Mouloudji, La complainte des infidèles. Et ça va tellement marcher qu'il quitte son label Le Chant du Monde pour Philips. Et c'est là où, à cette époque-là, Lola Mouloudji devient sa directrice artistique. Comment il gérait ça en couple? C'était un business de ils couple. étaient mariés. Bah, vous savez, il fallait, parce que c'était quand même un doux rêveur. Hein, je veux dire que c'était. Alors il fallait qu'il trouve quelque chose. Enfin, il en a jamais vraiment parlé comme ça, mais enfin, c'était un petit peu. Il a essayé de peindre, il a essayé d'écrire. Mais bon, vous savez, vous parliez d'Enrico, il a eu le prix de la Pléiade, mais comme il disait, c'était juste à la Libération, il n'y a pas de papier. Alors, il n'a pas vendu de livres. Vous voyez, a eu le prix de la- mais c'était comme il dit, c'est ma chance, j'ai un prix littéraire, il n'y a pas de papier, donc les ventes ne se font pas. Donc, D'accord. c'est-à-dire qu'il y avait sans doute eu comment dire, un nombre limité Bien sûr. de tirage. de tirages, et au lieu de vendre une quantité de livres, ben, il a vendu qu'une petite quantité de livres parce que. Vous voyez, puis vous savez, de toute façon, ce sont des métiers aussi bien la chanson, le théâtre, le cinéma, la peinture, ce sont des métiers de réussite. Si vous ne Oui. réussissez pas, vous n'en vivez pas. Donc, alors vous pouvez toujours pratiquer, mais vous n'en vivez pas. Donc voilà, quoi, il fallait sans doute fallait réussir, quoi. Et grâce à cette chanson, La complainte des infidèles, il va d'ailleurs tenir le premier rôle dans un film, Nous sommes tous des assassins, de René Cayatte. Ouais. Et je crois qu'il regrettera d'ailleurs d'avoir eu qu'à jouer... André Cayatte. Oui, pardon, j'ai dit René. André Cayatte, pardon. André Cayatte. Et il regrettera peut-être d'avoir joué que des rôles d'assassin, des rôles de voyous tout au long de sa Ah, filmographie. mais on lui donnait que des rôles de voyous. Ouais. On lui donnait que des rôles de voyous parce que il
il avait, par rapport à l'époque, son rôle, c'était d'être un petit voyou qu'il n'était pas dans la vie. Hein. Mais oui, on lui donnait des rôles toujours de malfrat, d'assassin, ouais. Et pourtant, il chante avec tant de douceur une chanson qui deviendra un tube. Alors, je crois que vous allez nous raconter peut-être l'histoire de cette chanson. Je vous propose qu'on l'écoute et on en parle juste après. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui, mais voilà, quand je t'aurais dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Comme un petit coquelicot. Son premier grand tube que Montand aurait refusé. Oui, apparemment, oui. C'est fou cette histoire. C'est sa chance, là, peut-être qu'il repassait encore une fois par là. Oui, mais je crois que ça a été un petit peu ric-rac, quoi. Il la voulait, et puis il y avait d'autres gens, évidemment. J'oublie le nom de l'auteur, là, mais enfin bon. Évidemment, ceux qui écrivent des chansons, ils essayent de placer les chansons chez des gens qui sont déjà établis, quoi. Mais bon, là, en l'occurrence... c'est lui qui la chante. Ça a fait un énorme succès. Ouais. Et puis, il l'a alors apparemment, c'est certain, quand il l'a chanté, il était accompagné au piano par Darry Cole. D'accord. Ouais. Qui avait commencé comme pianiste, alors. Darry Cole, qui était pianiste, bien sûr. Ouais. Qui était pianiste, ouais. Et son succès, il le vit quand même très modestement, parce qu'il invoque la chance, et il dira même dans son livre « Le Coquelicot », j'avais abandonné toute idée de carrière et poursuivais ma trajectoire sans but, hanté par l'idée que se brise la boule de cristal de ma chance. Oui. Oh, vous savez, ça a toujours été... Il a toujours été... il se demandait toujours, avant d'entrer en scène, quand il était nerveux, pourquoi faisait-il ce métier, alors que ça faisait 40 ans, et alors qu'il entrait avec un trac épouvantable, il ressortait en triomphant. Mais vous savez, ça c'est l'histoire des acteurs, des chanteurs. Ouais. Vous savez, quand on fait ça sur la scène, il n'y a pas de « je ne me sens pas bien ». Il faut le faire. Ouais. C'est tout. Je veux dire que alors quand vous avez 1h30 de chansons dans la tête et qu'il faut tout ressortir sans se tromper, ça fait peur. Il était très traqueux. Je l'ai lu plusieurs fois. Oui, il était traqueur. Oui. Traqueur, pardon. Ouais. Oui, il était très traqueur. Oui. Mais vous savez, je ne l'ai jamais vu aussi émouvant que quand il avait peur. D'accord. Ça lui donnait des ailes. Ah non, mais il était... Oui, il était... je l'ai jamais vu aussi émouvant que quand il avait pas énormément confiance en lui, mais il y avait des soirs où il avait encore moins confiance en lui.
En fait, oui et non, parce qu'il a, il a quand même fait une grande carrière, patati patata. Donc, il avait quand même confiance en lui. Il faisait pas ça par hasard, quand même. Mais voilà, quoi. Oui. Et puis, en 54, il va avoir une chanson qui va lui causer à la fois beaucoup de bien et beaucoup de tort. Oui. On l'écoute et on en parle juste après. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre. Messieurs les bons apôtres, messieurs qu'on nomme grands. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer. Le déserteur, cette chanson de Boris Vian qu'il rencontre chez Gallimard pendant la guerre, il l'avait pourtant édulcoré. Et on va l'interdire. Oui, enfin, vous savez, on dit édulcoré, vous savez. Il y avait quand même... c'était la guerre d'Indochine, l'Algérie commençait à se révolter assez fortement. Oui. Il l'a édulcoré. Non, il n'était pas... vous savez... il était responsable. Il ne voulait pas que quelqu'un, qu'un jeune soldat prenne ça au pied de la lettre et tue un gendarme. Donc il a changé, mais il a changé d'autres paroles. Et Monsieur le Président que chantera Reggiani, c'est Monsieur des grandes gens. Oui, non, c'est Monsieur qu'on nomme grand. Monsieur qu'on nomme grand, voilà. Non, mais Reggiani il l'a chanté 10 ans plus tard. Bien sûr, mais lui en disant Monsieur le Président. Je vous fais une... ça évidemment, une fois que la bataille est passée, on peut faire les va-t-en-guerre. Hein. Bien sûr. Lui, il l'a chanté au moment où il fallait pas la chanter. À la chute de Dien Ben Phu. Ça c'était un hasard. Hein, oui, vous parlez de la soirée. La soirée où il crée la chanson au Théâtre de l'Œuvre, il ne savait pas que Dien Bien Phu allait tomber ce soir-là. Je me doute. Mais effectivement, ça a été un point de bascule dans sa carrière parce qu'il s'est retrouvé officieusement tricard. Et puis alors, en plus, ce qui est embêtant, c'est qu'évidemment, Vian meurt quelques années plus tard. Et alors, tout le monde a chanté cette chanson, sauf mon père. Tout le monde. Oui, parce que la chanson. Aujourd'hui, c'est tout le monde. C'est vrai ça. Sauf cet homme qui l'a chanté au moment où il fallait pas. C'est vrai que quand on tape le déserteur, et je suis allé vérifier sur YouTube, c'est la version de Reggiani qui sort en premier. Oui. Alors que c'est Marcel Mouloudji qui l'a. C'est lui qui l'a chanté. C'est lui qui a fait de cette chanson un grand succès subversif, quoi. Oui. C'est voilà quoi. Mais vous savez, mais ça c'est de sa faute parce que vous savez, lui, il était content de chanter. Il avait peur de Paris quand il sortait un disque. Au moment de la promotion, il remettait ses grands succès parce il était traqueur. Alors il pensait que ça n'allait pas marcher. Et alors au lieu de promouvoir ses nouvelles chansons, il chantait ses anciennes chansons. Alors, voilà, quoi. Donc, voilà, quoi. Mais enfin, il a très bien vécu quand même. Hein. Je veux dire que c'est pas... Et il dira d'ailleurs à propos du déserteur, vous l'avez évoqué rapidement, je ne pouvais pas appeler de jeunes gens à tirer sur les gendarmes. Oui. Ce n'est pas une question d'engagement politique, sauf si on en reparlera de soi-disant chanteur engagé. Une question d'engagement politique, j'ai toujours refusé d'être embrigadé dans un parti. Il s'agissait d'un message antimilitariste. Oui, il n'était pas... Vous savez, il avait vécu la guerre. Ouais. Et il est vrai qu'on sort de la guerre 1944-45, et l'Indochine commence pas très longtemps après. Hein. Ça suffisait quand même. Les morts, la guerre. Mais enfin bon, on sait bien que l'humanité ne s'en passe pas. C'est un cercle. Donc,
Donc voilà, oui, il était... Pas engagé, il était antimilitariste. Oui, mais je crois pas que c'était... Il n'était pas spécialement antimilitariste. Il était... vous savez, ça choque toujours quand je dis ça, mais en fait, il en avait fait une chanson chrétienne, en fait, pour vous dire la vérité. Du déserteur ? Moi, c'est moi, c'est ce que je pense. C'est que, en fait, c'est une chanson chrétienne. Il prêchait la paix. Ouais. C'est tout. Oui, non, mais il n'y a pas de mal à ça. Hein. Bah non. Non, mais je veux dire qu'il ne l'a jamais dit tel que je le dis. Mais moi, c'est ce que je pense. Il en avait. C'est tout. C'était pas une question d'être antimilitariste ou. Oui, il le revendiquait pas. Oui, voilà, il était pas. Vous savez, il était quoi ? Il était contre la guerre, contre la misère. Qui ne l'est pas. Exactement. Vous voyez, il avait connu. Vous savez, il avait connu la véritable misère. Donc, il ne la souhaitait à personne. C'est tout. Et cette même année, il atteindra d'ailleurs le sommet. On peut dire que c'est une apogée dans sa carrière, avec une chanson qui... Moi, j'adore sa voix dans cette chanson. On l'écoute tout de suite. Un jour, tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Oh, le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Un jour tu verras. Ouais. À partir de là, ça devient... Mais ça, c'est vraiment sa chanson. C'est lui qui l'a écrite. Ouais. Pour un film qui s'appelle Secret d'alcôve. C'est un film à sketch. Ok. C'est un film à sketch et il joue avec Françoise Arnoul. Ok. Dans un des 4 sketchs. Et il chante cette chanson. Et c'est... Voilà. Ouais. Et à partir de là, il devient une star, je ne sais pas si ça s'employait à l'époque, mais en tout cas une grande vedette, au même titre que Montand ou Gréco. C'est un raz-de-marée Bouloudji aussi. Oui, c'est difficile de savoir exactement, mais enfin, il a été assez rapidement une grande vedette. Il fait l'Olympia. À partir du Coquelicot, c'est une grande vedette. Hein. Ok. À partir du Coquelicot, déjà la complainte des infidèles. Ça a vous lancé. savez, par rapport à aujourd'hui, c'est disproportionné. À l'époque, grande vedette, il faisait les cabarets. Et il en a écumé beaucoup, oui. Il en a fait beaucoup de cabarets. Oui, mais c'est disproportionné. Aujourd'hui, enfin, ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est... Oui, mais en termes de place. Mais je veux dire qu'il est au même rang que Montand ou Gréco. Oui. Ah ben exactement. De toute façon, c'est arrivé à peu près en même temps avec Gréco. Hein. Ouais. C'est arrivé, c'est vraiment 2 carrières très parallèles. Hein. Liées à Saint-Germain-des-Prés, sauf que lui, il était à Saint-Germain-des-Prés avant Saint-Germain-des-Prés. Au Flore. Non, mais lui, il fait partie des... Je veux dire, quand Saint-Germain-des-Prés, après la guerre, est advenu, il est parti. Oui, parce que tout le monde... L'ambiance changeait. Non, mais lui, il a fait partie des... D'accord. Vous savez, tous ces gens, Prévert et tout ça, c'était des gens qui voulaient pas être dans la foule. Et vous savez, c'était les moribonds. Mon père, c'était les moribondistes. C'était à quoi bon? Un caractère. Ouais. Ben voilà, oui. Oui, non, enfin, je sais pas. Vous savez, moi, je suis né plus tard, donc bien sûr. j'ai pas vécu du tout cette époque. Mais enfin, je sais qu'à partir du Coquelicot,
C'est grandiose. Il va faire l'Olympia. En première partie, il aura Sidney Bechet. Ouais, Sidney Bechet, il était affolé. Il ne savait pas comment il allait faire pour passer après Sidney Bechet, parce que les gens étaient debout. Ouais. Et puis finalement, ça s'est très très bien passé. Et dans ces années-là, bon, il atteint son apogée, entre guillemets, dans sa carrière. Après, il continuera, bien sûr, on va en parler. En 54, il va se séparer de Lola Mouloudji. Il va avoir une période, alors pour le faire courte, un peu en dilettante. Il va se remettre en question. Il va même rencontrer Piaf. Apparemment, Piaf venait le voir tout le temps. Ouais. Elle lui a dit « Vous n'avez pas le droit de somber Mouloudji ». Enfin... Oui, non, mais enfin, vous savez, c'est pas du tout, c'est pas une question de remise en question. D'abord, il a été malade, il a eu une tuberculose. Donc ça l'a arrêté, parce qu'il était malade, il a fallu qu'il se soigne. Mais sinon, il a jamais arrêté de travailler. Je parle du succès, attention. Hein. Ah mais non, mais il a jamais cessé d'avoir du succès. C'est lui qui faisait tout de travers. Il a jamais cessé d'avoir du succès. Il a jamais cessé. Sauf que c'était pas un homme d'affaires. C'était pas. Il travaillait avec un téléphone et un répondeur. Et il a dû avoir le premier répondeur automatique. Moi, j'ai toujours connu un répondeur automatique chez mon père. Vous voyez, voilà, il a vécu. Il a vécu comme ça, mais vous savez, c'était assez charmant parce que cet homme qui était quand même, il était très très connu. Je veux dire, se promener dans la rue avec lui, on passait pas inaperçu. Ça n'a jamais cessé. Ouais. Et il a toujours beaucoup travaillé, sauf qu'il avait peur des salles parisiennes. Il se vendait mal, en fait. Enfin, il se vendait mal, il se vendait pas du tout. Voilà, c'est ça. C'est ce que le succès, le public le reconnaissait, et il avait peut-être du mal à se vendre, comme vous venez de le dire, dans les salles parisiennes. Oui, c'est ça, dans cette période. Mais c'est ce qui le rendait attachant en même temps, parce que c'est cet homme qui a traversé la vie dans la popularité. Oui. Qui n'est pas la même chose que la célébrité. Et la poésie, sans faire de beaux mots, et la poésie aussi, parce qu'il ne s'est jamais vendu. On parle de l'américanisation de la chanson, montant il y a CD, comme tous. Hein. Le show business arrive. Avec les vous savez, au départ, il a fait comme tout le monde, il a eu du succès, ça a fonctionné. Ouais. Mais enfin, il n'a jamais... Vous savez, c'était pas ni par qualité ni par défaut, il a vécu sa vie à peu près tel qu'il l'entendait. Ce qui est tout de même extraordinaire. Et dans une la chance. Vie. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est pour ça que, vous voyez, moi j'aime bien en parler parce que c'est très attachant, quelque part c'est assez rare d'avoir pu vivre comme ça. Comme on le souhaite. Et puis voilà, quoi. Donc il y a cette vague yéyé qui arrive, on va avancer un peu. Il signe chez Vogue. En 61, un an après votre naissance, il va signer 30 nouvelles chansons. Il va sortir beaucoup de chansons à cette période-là, dont une qui est, alors je crois qu'on le voit à l'écran, une qui est derrière vous et qui connectera le succès. On en a parlé en introduction 50 ans plus tard. L'amour, l'amour, l'amour. Et puis pour vous, chers auditeurs et spectateurs, on l'écoute. L'amour, l'amour dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. À l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour. Vous disiez qu'il avait connu ses succès et voilà, et avec l'amour, 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 il le connaîtra 50 ans plus tard. On en a parlé grâce à Bon Entendeur, grâce à la publicité Intermarché. Est-ce que ça nous fait penser que ces chansons, finalement, quand il y a une âme, quand il y a un chanteur qui les porte avec le cœur, comme vous le racontez, comme a pu le faire votre papa, tout au long de sa carrière, ça traverse le temps, on l'écoutera encore, l'amour, l'amour?
Oh, vous savez, de toute façon, vous savez, on ne sait pas pourquoi. Vous savez, c'est exactement comme le succès dans n'importe quoi. Hein. Oui. On ne sait pas pourquoi tout d'un coup, tel produit, telle chose, telle chanson, tel acteur, tel peintre, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup, ça veut dire quelque chose pour une quantité de gens qui font la différence. On ne le sait pas. Heureusement qu'on ne le sait pas d'ailleurs, parce que sinon... Ce serait trop facile. C'est même pas que ce serait trop facile, ce serait ennuyeux, quoi. Et donc... Tiens, il pensait à la postérité, votre père? Je pense pas, non, franchement... Bon, je me doute bien qu'il se serait jamais douté que 50 ans après la sortie de cette chanson, elle exploserait, même plus 60 ans. Oui, ça lui aurait plu, ça. Oui. Je dois dire que s'il y a un au-delà et qu'il voit tout ça, ça doit le faire sourire. Mais enfin, bon, évidemment, vous savez, il était conscient qu'il avait participé à des films, des trucs. Donc, d'une certaine façon, oui, ça reste. Il y a une certaine postérité dont il était conscient. Mais enfin, il n'avait pas... moi, tel que je l'ai connu, c'est pas quelqu'un qui pensait à sa postérité. Justement, il pensait pas... Enfin, je veux dire... Il n'y avait pas de carrière. Oui, il ne pensait pas à construire une carrière. Sa carrière, pour lui, ce qui lui importait, c'était de chanter, d'aller à droite, à gauche, puis les filles, quoi. Mais enfin, très gentiment, hein, c'était pas un coureur invétéré, mais enfin, il courait après les filles, quoi. Voilà, quoi. C'est sa vie, il se laisse porter au vent, et d'ailleurs il va quitter Vogue pour lancer sa propre maison de disques, qu'il gérera à sa manière. Alors j'ai noté sans vraiment souci des impératifs d'un PDG. Il paraît même qu'il jeta par inadvertance un chèque d'1 million de francs à la poubelle. C'est une anecdote que j'ai. Oui. Vous savez, il était distrait, il faisait beaucoup de choses. Il était très très distrait, extrêmement mais par contre, distrait. Sur son art, c'était un grand, parce qu'on parle de légèreté, mais son art, un grand professionnel. Voilà. Non, mais ça, bien sûr, mais dans la vie, il était distrait. Parce qu'il rêvait, il traînait, il pensait toujours à autre chose. Il y pensait tellement qu'il était distrait, quoi. Non, la maison de disques, vous savez... vous savez, maison de disques, il n'avait pas de bureau... C'était pas comme s'il avait acheté ou loué des bureaux. C'était pas Barclay. Oui, non. Il avait un secrétaire qui s'appelait Rudy Talarita, qui était un ami de jeunesse, un acteur, et qui faisait tout, absolument tout. Et sauf que mon père ne le laissait pas faire ce qu'il aurait voulu faire. Parce qu'il n'était pas commerçant, quoi. Donc, il voyait toujours des économies de bout de chandelle. Dans sa voiture, il paraît qu'il y avait plein de disques, c'est son bureau. Oui, vous savez... Mais c'était... En fait, c'est une sorte de roulotte, quoi. Et puis, vous savez, il a été... avec Henri Salvador, je ne saurais pas vous dire lequel des deux a été le premier. Ouais. Mais sensiblement en même temps, ils ont été les premiers à vendre et signer des disques après leur spectacle. D'accord. Parce que ça ne se faisait pas. De toute façon, Henri Salvador aussi, c'est un grand visionnaire sur le rock'n'roll, etc. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il ait tous les deux, en tout cas. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi Henri Salvador a fait ça. Ou votre papa, oui. Moi, je ne l'ai pas connu, je n'ai aucune idée de... Mais je sais que ce sont les deux qui ont commencé à vendre eux-mêmes leurs disques. Et alors, c'est en dehors des charts. Mais mon père a écoulé des douzaines, si ce n'est des centaines de milliers de disques qui n'ont jamais été répertoriés dans les charts. Ouais. Vous voyez, avec son... Voilà, lui, il voyait ça comme ça, quoi. Mais c'était très bien. Je vous dis, c'est ce côté qui est d'autant plus attachant de cet homme qui a vécu dans cette popularité,
etc., quoi, comme ça, et qui avait ce commerce. Il vendait des disques, il allait chanter, il vendait des disques après, il faisait une exposition de peinture, il vendait 3 toiles. Il vivait, tout simplement, Voilà, peut-être. exactement, oui. En tout cas, on peut le remercier puisque son deuxième Super 45 tours qu'il va publier dans sa maison de disques comporte une version intégrale, entre guillemets, des Feuilles mortes. On va l'écouter. Ah bah oui. Parce que on en parle juste après, mais je crois que c'est très rare la version intégrale des Feuilles mortes. Ah bah je crois qu'il n'y a que lui. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Mais mon amour silencieux et fidèle sourit toujours et remercie la vie. Je t'aimais tant, tu étais si jolie. Comment veux-tu que je t'oublie? En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. La version intégrale des Feuilles mortes, on se disait là hors antenne que c'est le seul qui l'a chanté. Oui, en je entier. sais pas. Enfin, depuis, sans doute, d'autres gens l'ont chanté aussi, mais c'est sans doute... Oh non, Cora Vauquer, elle devait chanter la version intégrale. D'accord, ok. Cora Vauquer a dû chanter la version intégrale. Mais enfin, lui, certainement, a chanté la version intégrale, oui. C'est une belle version. C'est rare. Ah bah, c'est une belle chanson, c'est quand même une des plus belles chansons. Cosma Prévert. Ah oui. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter cette version de Marcel Mouloudji qui est fantastique. Vous avez entendu un petit extrait à l'instant. Il y aura aussi plusieurs chansons parce que dans les années 60, il va continuer à vendre des disques, on le disait, qui connaîtront le succès comme Le Mal de Paris ou les Beatles de 40. Alors ça, c'est une chanson un peu contre la vague yéyé, j'ai l'impression. Alors, les Beatles de 40, c'était au moment des Beatles. Et il avait dit, vous allez voir, je vais écrire une chanson avec le mot Beatles dedans et ça va être un succès. Et ça n'a pas loupé, ça a été un succès. Alors évidemment, ça n'a pas été le succès comme un petit coquelicot ou Un jour tu verras. Mais ça a été une chanson qui, à l'époque, a bien marché, quoi. Ouais. Sauf que, évidemment, il se moquait, parce qu'il se moquait beaucoup avec l'âge qui passait, il prenait de l'âge, comme il prenait toujours les devants, il se vieillissait un peu, etc. Donc, voilà, c'est... nous, les Beatles de 40, les James Bond de 14-18, nous, les yéyés de l'armistice, les Johnny de 70. Il avait aussi écrit une chanson qui s'appelle... Le Hit Panade. Ah, je l'ai pas vu. Le Hit Panade où il fait... Alors, aujourd'hui, c'est drôle parce que il parle de toute cette génération des yéyés, tout ça, ils sont tous en fin de carrière ou de vie maintenant. Alors, c'est drôle. Enfin, moi je l'ai réécouté et puis, voilà, quoi, c'est... Ouais. Les Beatles enfin, de 40. tout ça, vous savez, c'était très artisanal, hein, très... voilà, quoi. Puis j'aimerais qu'on évoque, avant de passer dans peut-être la dernière partie, quand on évoque Marcel Mouloudji, on dit souvent c'était un chanteur. Alors on va expliquer pourquoi non, mais pourquoi c'était un chanteur engagé, un chanteur de gauche. En mai 68, il refusera d'être assimilé à aucun parti politique. Lui, il chantera dans les usines. Ce qui est marrant, c'est qu'apparemment, il vous voyait tout le monde et il était porté en idole. On l'appelait Marcel, on lui tapait dans le dos. Il trouvait ça insupportable. Oui, je sais pas. Mais non, mais c'était pas quelqu'un de familier. Ouais. Et il était distance. Farouche. Oui, il était farouche. Puis c'était un solitaire. C'est pas quelqu'un qui il était pas mondain. Il avait horreur d'aller dans. Je veux dire, c'est même pas. Il n'avait même pas horreur. Il ne faisait pas ça. Ouais.
Et puis en plus, tous ses véritables amis, c'était des gens qui avaient 10-15 ans de plus que lui, qui avaient donc vieilli avant lui, Oui. et qui avaient cessé de faire, entre guillemets, la fête plutôt que lui. Mais lui, c'était pas un fêtard, hein, c'était pas... Et aucune étiquette. C'est important peut-être de le rappeler. Oui, non, lui, son étiquette, c'était la liberté, comment dire, la vie privée. Il avait une vie privée. Personne ne savait ce que ça voulait dire exactement, mais enfin, il avait une vie privée. Alors, il le disait, ça ? Il se défendait, mais oui, il se défendait toujours en disant, mais enfin, j'ai quand même droit d'avoir une vie privée. Personne ne savait ce que ça voulait dire exactement, mais enfin, il avait une vie privée, quoi. Oui, mais il était secret, il était farouche, il se cachait du soleil, voilà, quoi, il était... Enfin, il aimait bien le soleil, mais il avait peur des coups de soleil. Et il allait à la plage, il se mettait à l'ombre. Hein. Toujours cette ambivalence, alors, peut-être, que ce soit dans son art ou dans sa vie personnelle. Le côté pour, le côté contre. Écoutez, moi, je ne sais pas. Oui, enfin, il faut dire qu'il était quand même assez différent, quoi. Voilà. Il était différent et la vie lui avait permis de l'être, parce que la vie vous permet pas d'être différent, de dire je fais ce que je veux et je fais ce que je veux, point barre. Oui, c'est aussi du talent et la chance. Enfin, on le dit souvent la chance, mais c'est le talent. Il s'est donné les moyens de pouvoir faire ce qu'il voulait, peut-être. Oui, mais vous savez, il y a des tas de gens qui se donnent des moyens, bien et sûr. Ça marche pas forcément. Hein, donc, voilà, lui, je vous dis, c'est sa vie, voilà, quoi, c'est... Et dans les années 70, le succès, il va continuer à l'avoir. Là, le succès revient même au galop. Très fort, 70, avec le numéro 1 chez les Carpentiers. Il va repasser à l'Olympia. Mais ça, on va l'évoquer juste après. Mais j'aimerais vous parler de la chanson. On l'a évoqué tout à l'heure. Autoportrait, Athée grâce à Dieu. Je vous propose qu'on l'écoute et on en parle juste après. Catholique par ma mère, musulman par mon père, un peu juif par mon fils, bouddhiste par principe, alcoolique par mon oncle, dépravé par grand-père, sans classe par vieille honte, névrosé par grand-mère. Royaliste par ma mère, fataliste par mon frère, communiste par mon père, marxiste par mimétisme, hépatique par la guerre, ruiné par les serames, vieilli par la bonne chair, abruti par ces dames. Athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu. On se disait, il y a un petit côté jazzy dans cette chanson, ça swing, Athée, oh grâce à Dieu. Ça c'est Chris Carroll. Vous savez parce que Chris Carroll, elle était, c'était une chanteuse yéyé au départ. Ouais. Et donc, elle n'était pas du tout. D'ailleurs, elle est marrante quand elle parle parce que c'était pas du tout Mouloudji, c'était pas son truc du tout. Mais bon, ils se sont rencontrés, je crois, au cours d'une croisière sur le France, et où ils étaient artistes sur le France. Et puis ils se sont mis à. Je crois que la première chanson qu'elle ait faite pour lui, dont elle est composée la musique, c'est une très très jolie chanson que personne ne connaît, qui s'appelle l'Adagio du Pont Caulaincourt, qui est une superbe chanson d'amour dont elle a composé la musique sur le thème de l'Adagio d'Albinoni. Et puis à partir de là, ils ont fait. Et donc elle amenait un côté un petit peu plus. Ah oui, ça bouge là. Un petit peu plat. Bah oui. Elle amenait un côté. Enfin, pas dans l'adagio, bien sûr. Ça bouge pas. C'est plutôt contemplatif, mais autoportrait, c'est plutôt jazzy en fait. Bien sûr, et là entre 73 et 75, on l'évoquait, ça repart. C'est-à-dire qu'il refait l'Olympia, il fait les Carpentiers. Il fait le Théâtre de la Renaissance. Les Carpentiers, voilà. Un numéro 1. Alors, mais vous voyez, il fait le Théâtre de la Renaissance à peu près dans le genre
on essaye une semaine. Ah oui, parce qu'il revient dans une grande salle parisienne. Oui, c'est ça, il revient dans une grande salle parisienne et ça fait un tel succès. Voilà, mais ça fait un succès naturel. C'est-à-dire qu'il s'arrange avec la directrice du théâtre. Évidemment, les théâtres ont du mal. C'est difficile, il faut payer les loyers, etc. Et puis lui, il vient, et il remplit. Mais c'est que ça remplit pendant 3 semaines. Et malheureusement, on lui propose de... Et voilà, ça c'est lui. Il avait un énorme succès. Il remplissait une salle à Paris et on lui propose une comédie musicale qui s'appelait Comme la neige en été, de Jacques Lanzmann. Et il quitte un succès pour aller faire une... Et ça n'a absolument pas marché, ça voilà. Ouais. Voilà. Et puis, quelque temps plus tard... il passe au casino de Cabourg, dont... Et il rencontre Cocatrix. Cocatrix était le maire de Cabourg. Et il le programme en septembre. Et le Cocatrix, après l'avoir revu, puisque comme il ne cherchait jamais à passer dans des salles, des trucs et des machins, il lui dit, et il refait l'Olympia... Et voilà. Et puis alors, il fait un Olympia très élaboré quand même pour lui. C'était quelque chose. Il avait un... Comment dire? Il y avait tout un système d'audiovisuel avec avec 1 minute ou 2 de lui enfant dans la guerre des gosses. Il y avait tout un système de diapositives avec des gens qu'il avait connus. C'était beaucoup par rapport à ce qu'il pouvait faire dans ces cabarets. Oui, alors là, il avait vraiment mis les petits plats dans les grands parce que c'était pas... mais là, il a beaucoup tourné avec ce spectacle. Beaucoup. J'aimerais qu'on évoque aussi une anecdote avec un... Et ça va nous faire rebondir sur une chanson je pense qu'on apprécie tous les deux, avec Léo Ferré, qu'il rencontre. Apparemment, il était là, puis il dansait avec Lola, et Ferré à la table était en train d'écrire quelque chose. Oui, c'est pas Lola. C'est pas Lola ? Non, c'est pas Pardonnez-moi. Lola. Non, c'est une autre femme, c'est Edith Geoffroy. Pardonnez-moi, donc avec Edith Geoffroy, il aurait écrit cet extra devant lui. Oui, apparemment, oui, bah ça doit être vrai, hein, puisque ça a été raconté. Et pourquoi en tout cas, c'est Edith Geoffroy qui racontait ça comme ça. Oui. Et pourquoi j'y viens comme ça avec de gros sabots, c'est puisqu'il a écrit une chanson, enfin il a chanté une chanson qui ressemble beaucoup à Avec le temps de Léo Ferré, une magnifique chanson. Oui, je sais pas que ça y ressemble. Mais enfin, c'est une chanson qui aurait dû avoir une carrière aussi belle qu'Avec le temps. C'est Faut vivre. Ouais, Faut vivre. Qui est une chanson qui passe la rampe. C'est une chanson magnifique, une chanson dure, mais pleine d'espoir, mais un espoir dur, quoi. Un espoir d'humain, de vivant. Je la compare à l'instant avec Le temps de Ferré, mais on peut là aussi la comparer avec l'un des derniers succès de Beko, Faut faire avec. Quoi qu'il arrive, faut faire avec. Bah bien sûr. Et c'est une chanson, on va l'écouter pour ceux peut-être qui ne la connaissent pas. Franchement, allez écouter Faut vivre de Mouloudji, c'est incroyable. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas un beau qui veut pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous ces morts en goguette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Quelle chanson, Faut vivre. Quelle belle chanson avec une musique merveilleuse. Ah oui, de Chris Carroll. Ouais. jolie chanson où, voilà,
quoi qu'il arrive, faut vivre, même si on n'est pas beau, même si on est... Voilà, on est là, donc autant en profiter. De toute façon, il faut traverser la vie, hein, c'est comme ça. Et ça le résume bien aussi, cette chanson, par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer là pendant une petite heure. Faut vivre, il a vécu. C'est une chanson très, très personnelle. Oui, il y a une chanson aussi qui le décrit énormément. Il parle de quelqu'un d'autre. Okay. Mais je trouve que c'est un portrait vraiment... C'est une chanson qui s'appelle Madame la Môme sur Édith Piaf, où il décrit Piaf, mais en fait, ça lui ressemble énormément, quoi. Et comme il chantait aussi Mon pote le gitan, c'est exactement lui, Mon pote le gitan. Ça n'a pas été du tout écrit pour lui, mais dans la manière de vivre, dans la manière de voir les choses. Oui, non, mais c'est ce côté de partir quand il faut arriver, etc. Quoi, voilà. Par contre, il y a quelque chose qui m'a frappé en lisant la biographie, puis en discutant avec vous. J'ai vu qu'il a raconté sur France Culture, à la fin de sa vie, donc avec cette carrière qu'on a évoquée, ses succès, ses amours, ses moments plus difficiles et plus tragiques, bien sûr. Il a dit aujourd'hui, j'ai raté ma vie, j'en suis persuadé, en devenant chanteur, je perdis le goût du bonheur. Je perdis le goût du bonheur, oui, mais enfin, vous savez, il avait un côté... il y avait une tristesse dans cet homme. C'est quelqu'un, il avait été marqué par sa mère, et il y avait un mal de vivre indéniable chez cet homme. Mais bon, vous savez, en même temps, il a eu une belle vie. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, vous savez, c'est de l'autre côté et puis bon, vous savez, il était à la fin de sa vie, il était malade. La fin de sa vie n'a pas été marrante, quoi. Cet homme qui avait toujours vécu dans la nonchalance. Alors il a pas cessé de vivre comme ça, mais enfin, ça s'est un peu refermé sur lui-même, quoi. Mais enfin, en même temps, c'est pas pour le culpabiliser, mais enfin, c'était un petit peu de sa faute. Il avait rien fait pour qu'il y ait plus de soutien. C'est-à-dire qu'à force de s'isoler, à force de s'isoler, il s'est vraiment retrouvé à peu près tout seul. En tout cas, le public ne l'oublie pas. Puis Marcel Mouloudji nous quitte le 14 juin 1994, à 71 ans. Et j'aimerais, pour terminer, reparler un peu de vous. Qu'est-ce qu'il vous a transmis, votre père, à vous et à votre sœur aussi, Annabelle, à part cette voix quasi identique? Qu'est-ce que vous gardez? Bon, vous savez, il m'a transmis ce que transmettent les pères à leurs fils ou leurs filles. Et il m'a transmis, vous savez, ne serait-ce que son histoire, pour peu que je m'y intéresse. C'est quand même une histoire assez surprenante. Mais moi, il est dans mon cœur, il est toujours avec moi. Je le trouve, je veux dire, non, il a vécu comme il a pu. Vous savez, on fait tous ce qu'on peut dans la vie. C'est tout. Donc c'est pour ça. Donc il a transmis. Vous savez, il m'a transmis le goût du chant, de choses comme ça, voilà, quoi. Vous savez, c'est pas mal d'avoir un père comme ça. C'est très bien. Voilà, c'est pas mal. Bon, il y a des envers de médailles, c'est certain. Mais vous savez, on a tous des envers de médailles. Donc... avant de se quitter, on va rappeler d'ailleurs, bien sûr, votre actualité. Puis je vais vous lire un petit passage. Vous allez le raconter au début du spectacle. Vous allez réciter ces quelques vers au début du spectacle. Et je crois que lui le disait en exergue.
C'est quoi? Il est né à Paris. Je suis né à Paris, Hôtel Dieu, rue rue d'Arcole. ouais. Mon père était maçon, ma mère femme de ménage. Mon frère était sauvage et mon oncle bizarre. Mais ma tante gentille. Et quant aux autres parents, soit drôles, soit alcooliques, apatrides ou bretons. Et quant aux arabiques, je ne les connus point ou trop tard par hasard. Mais il n'était plus temps de me faire des racines. Ouais. Ouais. Ah, puis ça continue. Enfin, Ça continue. Moi, j'ai vécu ma vie en touriste. Enfin, j'arrive à la fin de ma vie. Ce seront mes dernières vacances. J'ai déjà 71 ans d'enfance. Oui, c'est ça. Oui, c'est beau. Mais il dit j'arrive en fin de vie, goûtant toujours joie et souci, rêvant à la vie, la belle embellie, à la jeunesse desséchée qui sourit le temps d'un soupir sur le miroir des souvenirs et à tous mes amis partis. Voilà. C'est lui, c'est l'artiste qu'on a évoqué tout au long de cette interview. Marcel Mouloudji, en tout cas, vous lui rendrez hommage du 13 février au 6 mars. Encore une fois, allez-y, c'est le jeudi, c'est tous les jeudis soirs. Oui. Au théâtre. Le 13, 20, 27 février et le 6 mars. Au théâtre Montmartre-Galabru à Paris. À 19h30. À 19h30. En tout cas, merci beaucoup Grégory Mouloudji d'être venu évoquer votre père ici. Je vous remercie de l'évoquer. Et à très bientôt. Merci. Mélodie, la radio vintage forever.